Une production des studios Bass. Hors série. Avant de débuter cet épisode spécial, je tiens tout de même à vous aviser que l'enregistrement qui s'est fait avec moi et Laurent Gigon s'est fait il y a une semaine, donc avant l'annonce de l'augmentation des prix de la Tesla Model 3 qui la rend maintenant non éligible aux subventions fédérales. Donc, on n'en fera pas mention dans l'entrevue tout simplement parce que cette nouvelle-là était inconnue au moment de l'enregistrement. Bonne écoute. Alors, bienvenue à ce spécial Tesla Perspective 2022 avec mon collègue Laurent Gigon. Bonjour Laurent. Bonjour Martin, merci de m'accueillir en fait dans ton studio. Ça fait du bien après tous ces mois, j'allais dire presque des années, parce que je pense que ça fait presque 2 ans que je ne suis pas venu dans le studio. Donc c'est tellement plus agréable de se voir comme ça que d'être chacun dans notre coin. Hein? C'est moins personnel, c'est bien certain. On reprend tranquillement pas vite. Les invités reviennent en studio. Ça après presque 1 an et demi là, où tout se faisait à distance. Ça fait le plus grand bien. Écoute, Laurent, on a un épisode aujourd'hui vraiment intéressant où tu nous fais une perspective de ce qui s'en vient chez Tesla pour 2022, ce que tu vois venir dans tes jumelles, tranquillement pas vite. J'ai l'intention qu'on commence vraiment tout de suite. Commence par nous tracer peut-être un portrait de ce qui se prépare chez les autres manufacturiers pour tracer la table après ça, puis pouvoir aller avec les choses qui s'en viennent chez Tesla. Donc, qu'est-ce que font les autres manufacturiers au moment où on se parle? Alors oui, c'est ça. Quand on parle de Tesla, souvent, on parle de compétition qui s'en vient. On sait que la lutte au changement climatique est une urgence absolue et donc, c'est clair qu'il faut faire quelque chose, puis pas dans 10 ans, c'est maintenant. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Alors, si on se dresse un portrait rapide, on va commencer par les entreprises américaines. GM. Alors, GM, ils ont sorti une Volt en 2011-2012, qui était un véhicule hybride rechargeable que tout le monde connaît, qui s'est bien vendu, qui était un très bon véhicule. Ils ont sorti la Bolt, qui était 100% électrique, en 2017. Ils étaient en avance sur Tesla. Ils ont sorti leur premier véhicule abordable à 5 places, entièrement électrique, 400 km d'autonomie. 2017, à la suite de ça, il ne s'est rien passé. Il ne s'est plus rien passé. Là, ils sont enlisés avec des problèmes de batterie qui semblent résolus puisqu'ils sont en train de remplacer des packs de batterie au complet. Mais 140 000 packs de batterie, blocs de batterie sont à remplacer. Ça leur a coûté une fortune. Il y a une entente qui a été faite avec LG. Mais là, pour l'instant, il ne se passe plus grand-chose. À la direction de GM, officiellement, on nous dit qu'ils travaillent sur d'autres plateformes. Mais là, on parle de 2025, 2026. Il n'y a absolument rien de concret. Et je les soupçonne et pas juste moi, mais tout le monde les soupçonne de gagner du temps, de continuer pendant ce temps-là à vendre des gros SUV à essence et finalement de ne pas avoir de plan de match pour ce qui s'en vient. Alors, la meilleure preuve, c'est que si vous voulez un véhicule électrique de chez GM, actuellement, le seul que vous pouvez avoir, c'est la Bolt, le nouveau modèle, mais qui n'est pas vraiment disponible parce qu'il n'y a pas d'inventaire de disponible. Mais dans les prochaines années, si je parle de 2022, il y a juste ça. Il n'y aura rien d'autre, ça c'est sûr. Donc 2022, c'est terminé. 2023, on ne le sait pas. À mon avis, il ne se passera pas grand-chose. Fait que ça, c'est GM. Ford, ils ont mieux joué leurs cartes. Ils sont arrivés un petit peu plus tard que GM, même s'ils avaient un modèle électrique. Ouais. Et puis des plugins hybrides rechargeables. La Mach-E, ils la livrent. C'est un bon véhicule, ça marche bien. Les ventes, je pense, sont assez bonnes. Alors, c'est pas un gros inventaire comme Tesla pour la Model Y, mais disons qu'ils ont quand même, ils sont de bonne foi dans ce dossier-là. Ils travaillent fort. Ils ont annoncé le F-150 Lightning qui est électrique. Je pense qu'il y a un gros intérêt pour les F-150 en Amérique du Nord en tout cas. Et même si ce véhicule va présenter des défis parce que ça prend beaucoup de ressources au niveau de la batterie, c'est des grosses batteries, etc., mais avec des temps de recharge quand même assez importants, reste qu'il y a une intention chez Ford. Ajoutez à ça que Jim Farley, qui est le directeur de Ford, lui est très à l'écoute de ce qui se passe à Tesla et il le dit régulièrement. Il le dit
Tesla ouvre la voie, il remercie Tesla d'avoir fait ce travail pour eux. Donc on sent chez eux vraiment une ouverture par rapport à ça. Volkswagen, ça ressemble un petit peu à Ford. Alors, ils ont la ID4, ID4 qui va sortir, qui sort bientôt. J'en ai d'ailleurs vu. Il y en a en circulation. Et c'est un très beau véhicule avec, dans une gamme de prix qui est très intéressante. Donc, il y a vraiment chez Volkswagen une intention d'aller de l'avant vers les véhicules électriques. Le directeur Herbert Diess, lui, carrément invite Elon Musk pendant des conférences à la direction de Volkswagen. Il a dit que nous devons accepter que Tesla fixe les nouvelles références du côté des véhicules électriques, non seulement en termes de technologie, mais aussi en termes de productivité et de vitesse. Alors, il a dit ça parce qu'ils se sont rendus compte que Tesla fabriquait 3 fois plus vite une voiture. Donc une Model 3 se fabrique 3 fois plus vite en fait que l'équivalent de chez Volkswagen. Donc il y a vraiment un problème d'optimisation chez Volkswagen et ils veulent refondre complètement leur usine pour repartir sur de nouvelles bases. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros défi et c'est un énorme défi pour Volkswagen, qui est un énorme défi pour Ford, qui est un énorme défi pour GM, sauf qu'ils ont cette prise de conscience chez eux. Après ça, on parle des autres marques. Donc Hyundai, ils sont assez quand même présents. Je dois avouer que moi, j'aime beaucoup la Hyundai Kia. J'aime beaucoup la Kia Soul. La Ioniq 5 a l'air très prometteuse. Donc, il se passe pas mal de choses du côté de Hyundai. Alors maintenant, on va passer au cancre. Alors Toyota, Mazda. Bon, Toyota, alors c'est zéro. Il n'y a absolument rien, on peut le dire, il y a zéro. Il n'y a même pas l'intention de vouloir commencer quoi que ce soit. Enfin, il parle encore de piles à combustible, de véhicules à hydrogène. Ils ont parti ce qu'ils appellent une Team Japan, qui est en fait un groupe de lobby qui veut justifier en fait la prolongation des véhicules à combustion interne avec Mazda, avec Subaru, etc. Donc des gros cancres. Mazda, ils ont sorti la MX-30, c'est une vraie joke, là, excusez-moi, mais $42 000 pour 170 km d'autonomie en 2021, c'est à peu près les mêmes spécifications techniques que la Leaf en 2011 même. Fait que c'est vraiment des gros nuls. Et pire que ça, leur excuse pour avoir si peu d'autonomie, c'est de dire c'est pas grave parce que la prochaine génération sera hybride rechargeable. Donc, vous voyez, à ce rythme-là, dans 3 ans, ils vont revenir avec des moteurs à essence en disant vous voyez, il n'y en a plus de problème de batterie. Alors, c'est ça. Donc, Mazda, des gros nuls. Fait que c'est ça. Alors, ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent là, maintenant du côté de Lucid, Rivian. Ça, c'est des petites startups. Enfin, je disais petites, mais quand on voit la capitalisation boursière de Rivian, on est 150 milliards. Rivian. Bon, ils ont perdu beaucoup aujourd'hui, mais disons, c'est énorme. Hein, c'est plus que. Je pense que c'est plus que Ford puis GM additionné. Là. Donc. Ils n'ont pas beaucoup produit. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais disons qu'il faut s'en méfier. Si j'étais un constructeur traditionnel, je me dirais, la compétition, elle est là, puis elle est là pour durer. Alors, on parle de Rivian c'est surtout des pick-up, des camions, Lucid aussi. Donc, eux, ils sont dynamiques, clairement, ils ont beaucoup de moyens, donc il pourrait se passer quelque chose. Côté chinois maintenant, et c'est là, on en parlait tout à l'heure, avant d'enregistrer, je pense que la menace, puis c'est pas mon avis à moi, c'est l'avis de pas mal d'experts, la menace pour les constructeurs traditionnels, c'est vraiment la Chine, parce qu'il y a plusieurs marques qui s'en viennent sur le marché. Il y a des marques qui sont déjà implantées aux États-Unis, comme NIO, qui sont déjà dans le marché boursier américain, BYD aussi, Xpeng. Alors ça, c'est des choses, et c'est vraiment une menace qui s'en vient. Et Sandy Munro, et j'en parle souvent sur mes groupes Facebook, Sandy Munro, c'est un ancien ingénieur de chez Ford. Il a travaillé dans les années 70 chez Ford et lui, il a vu l'arrivée en fait de la compétition japonaise à l'époque, alors que GM ne se sentait pas du tout menacé par quoi que ce soit. Et je vais vous laisser écouter un petit extrait de ce qu'il a à dire sur ça. At that time, in that era, 50-55% of the market belonged to General Motors alone. Now it's like ridiculously small. I think General Motors is like 18%, something like that. Amazing. And that all happened within 5 or 6 years. Alors c'est ça, son point, il disait que dans les années 70, la part de marché de GM était à peu près 55%. En 5 ou 6 ans, elle est tombée à 18%. Et il trouve ça hallucinant. Et lui, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est la même chose qui arrive, et c'est une vague chinoise au lieu d'être japonaise, qui va s'abattre sur les constructeurs américains. Donc c'est une menace pour lui imminente. Alors, autre point maintenant, si on va revenir sur Tesla, maintenant qu'on a parlé des autres fabricants, Tesla, en fait,
Tesla n'aura jamais 100% des parts de marché des véhicules. Ils vont jamais vendre 90 ou 100 millions de véhicules par année. Ça, c'est pas possible. Si on écoute l'avis des experts, comme Pierre Ferragu qui travaille à New Street Research à New York, s'intéresse à Tesla depuis 2018. Cathy Wood de ARK Invest ont prévu une part très significative des EV à moyen terme de 5 à 10 ans. Ils ont prévu qu'il y allait avoir, vous allez écouter Cathy Wood, elle a fait une sortie, je pense que c'est la semaine dernière, où elle explique son point de vue sur la situation. We used to say we thought Tesla would take 25% of the electric vehicle market in 5 years. Now we're saying we believe Tesla will take 25% of the total vehicle market in 5 years. And we think electric will be nearly half of total vehicles sold. Donc c'est ça. Tesla, au début, ils pensaient que Tesla allait avoir à peu près 25% du marché dans les 5 prochaines années, dans 5 ans, 25% du marché du véhicule électrique, mais finalement, ils ont révisé leurs estimations et ils pensent qu'en réalité, ça va être 25% du marché total de tous les véhicules électriques qui occuperont 50% du marché total des véhicules. Ouais. Donc c'est énorme. Alors, on se dit, si on prend référence par rapport à aujourd'hui avec 90 millions de véhicules, ça fait énorme. Ça veut dire que Tesla aurait comme 20 millions de véhicules sur le marché d'ici 5 ans. Ça ne paraît pas possible dans la courbe de production actuelle de Tesla. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que le marché des moteurs à combustion interne s'écroule, comme on commence à le voir depuis 2019, c'est-à-dire qu'il se vend de moins en moins de véhicules et de plus en plus de véhicules électriques. Donc ça, c'est la théorie de Cathy Wood qui pense en fait que le marché des véhicules à combustion interne va simplement s'écrouler parce que les gens ne vont plus acheter ça. Ils vont attendre d'avoir un véhicule électrique disponible. Écoute, pour eux. Ce que ça m'amène à réfléchir, c'est on a déjà eu ce genre de discussion-là, puis je l'ai eu avec plusieurs collaborateurs, dont notre collègue Cédric Ingrand en France, qui nous expliquait que malgré les objectifs ou les dates butoirs pour les ventes de véhicules à essence, il remarque que de plus en plus de villes instaurent également des réglementations qui font en sorte que les gens sont craintifs de s'acheter une voiture à essence de peur d'être pris avec. Parce que les villes qui vont interdire, par exemple, le véhicule à essence pour 2025 ou 2027, mais s'acheter une voiture aujourd'hui, en 2022, disons, pour 5 ans, tu es déjà rendu en 2027. Donc, à qui tu vas la revendre, cette voiture-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors que les gens ne pourront plus l'utiliser pour travailler en ville, par exemple. Donc, déjà maintenant, dans certaines grandes villes du monde, s'acheter un véhicule à essence, c'est un non-sens strictement du point de vue pratico-pratique financier. Ouais. Donc, ça aussi, ça va nous attraper ici. Ça va probablement devancer la vague. Les gens disent toujours le 2035, c'est loin, mais finalement, ça va peut-être être plus proche qu'on le pense, peut-être même plus proche que 2035 pour des raisons comme celle-là. Effectivement. Alors, autre chose, on parle de Pierre Ferragu, Cathy Wood, ils sont les deux à peu près sur la même longueur d'onde, sauf que un ne croit pas au full safe driving et Cathy Wood pense qu'il va y avoir des flottes de robotaxis. Donc à ce niveau-là, ils ne s'entendent pas, mais par contre, ils s'entendent sur le reste, sur des choses qui sont vraiment très imminentes, disons. Parce que là, on parle des perspectives pour 2022. On peut se projeter plus loin dans le temps avec Tesla, mais là, on parle de 2022. Pierre Ferragu, lui, a donné une entrevue. Il explique que Tesla n'a aucune compétition pour le moment. Et la preuve, c'est qu'ils ont des marges de profit supérieures à 30%. Effectivement, quand tu as, particulièrement en automobile, si tu as de la compétition, tu ne peux pas faire de marge de profit 30%, ce n'est pas possible. Or, Tesla, d'après les estimations, sont au-delà de 30% maintenant sur la marge de profit. Donc, leur agilité et leur intégration verticale leur permet de passer à travers les pénuries de semi-conducteurs et autres matériaux, ce que les autres fabricants ne sont pas arrivés à faire. Plusieurs spécialistes se sont penchés sur la question « Pourquoi Tesla a réussi à livrer plus de voitures que jamais, alors que les autres sont plus capables d'en livrer autant qu'ils livraient avant. » Et la réponse est simple et complexe, c'est que Tesla est habitué à cette verticalité-là, ils sont habitués à tout développer par eux-mêmes. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait quand un fournisseur n'était pas capable d'avoir la pièce? Ils sont allés voir le fournisseur du fournisseur. Ils sont allés retracer jusqu'à la source même. Ils sont allés chercher, sécuriser ça. Ils sont habitués à sécuriser des choses parce que c'est ce qui font que les batteries, depuis 10 ans pratiquement, sécuriser des batteries, leur travail principal,
principal à Tesla, c'était d'avoir des batteries, des cellules en fait disponibles. Donc ils font la même chose avec les chips. Puis quand ils sont pas capables de trouver cette chip-là, ils vont trouver un autre. Ils vont trouver un autre microcontrôleur qui fonctionne sur une autre architecture. C'est pas grave, ils vont reprogrammer pour qu'il fasse la même tâche, mais sous une autre architecture. Et là, on touche à un point où les autres sont incapables de le faire. Et ça, c'était clairement un point tournant pour Tesla parce qu'ils ont vraiment démontré qu'ils étaient capables de maintenir une croissance de 50% par année. Et cette croissance-là va être soutenue après 2025 avec l'arrivée des modèles qui vont être moins chers parce qu'on parle de la modèle 2 qui ne sera pas une modèle 2 mais qui va être dans les 25 000 $. Alors on s'entend 25 000 $, ça va être 30 000 $, déjà en partant. Mais disons que ça va être 10 000 $ de moins que la modèle 3. Ça, c'est sûr. Également, ils ont un volet énergétique, un volet énergie en fait, qui va représenter également une grande source de revenus pour Tesla à assez moyen, même disons court terme. Donc c'est à peu près le résumé de ce que dit Pierre Ferragut sur les perspectives de Tesla à court terme. Alors, les deux font des prévisions. Alors, il y en a, Cathie Wood va beaucoup plus dans les prévisions au niveau du titre de Tesla. Donc, elle prévoit une multiplication par 3 dans les 5 prochaines années du titre. Donc, elle a déjà mis un prix cible à 3 000 $ d'ici 2025-2026. En se basant sur la production, parce que Tesla annonce une croissance de 50% par année. Imagine 50% par année, c'est énorme. Donc, ils vont produire à peu près 900 000 véhicules cette année, 2021. Probablement 1,4 million en 2022. Et ils seront proches du 3 millions en 2023. Donc, ça va devenir très significatif dans l'ensemble du parc automobile. Cathie Wood explique pourquoi Tesla est particulièrement bien positionné pour dominer le marché. On l'écoute. Tesla is the only auto manufacturer to have designed its own chip. Tesla is taking a leaf from Apple's book. If you remember in the day, Apple was the upstart. Nokia, Motorola, and Ericsson were the winners in the cell phone space. They now have more corner cases to train their systems on than any other company. It's not going to be possible for these companies to catch up because Tesla already has more than a million robots, including my Model 3, roaming around, collecting data and sending it back every day. Alors, elle explique que Tesla est dans la même position en fait que Apple, à savoir qu'elle développe ses propres microprocesseurs. Et donc, ça lui permet en fait, avec sa flotte de voitures qu'elle vend, qui sont toutes les voitures sont équipées de plusieurs caméras avec un ordinateur de bord qui collecte des données, envoie tout ça sur un neural network, donc un réseau neuronal, pardon. Bien oui. Alors, réseau neuronal et le fameux Dojo, qui est un super ordinateur que eux-mêmes développent, qui va être capable de faire des calculs qu'aucun autre ordinateur peut faire dans les mêmes coûts. Pour elle, la flèche est déjà partie, c'est pas rattrapable, il n'y a personne qui va pouvoir rattraper ça, et quand elle dit personne, ça inclut Google, ça inclut tous ceux qui font de la conduite automatisée. Donc, elle est vraiment là-dedans, elle est catégorique. Maintenant, si on prend l'exemple de Pierre Ferragut, lui ne croit pas nécessairement au robotaxi, en tout cas pas dans l'immédiat, mais lui, il dit que si on veut comprendre où sera Tesla dans 10 ans, il faut regarder où était Apple il y a 10 ans, avec des marges de profit gigantesques dans un secteur en particulier. Et puis, il rajoute à ça, le marché de l'automobile est 20 fois supérieur au marché de la téléphonie mobile. Donc, le marché actuel automobile est 20 fois supérieur au marché de la téléphonie en 2007-2008, avant l'arrivée du iPhone. Donc, imagine le potentiel que ça représente pour Tesla. Et il rajoute en plus à ça que Tesla va plus loin que fabriquer des voitures parce qu'il développe en parallèle plein d'autres domaines qui vont émerger et qui vont appuyer cette transition énergétique. Donc, Tesla va plus loin, donc avec les batteries, et ce sont des projets qui sont soutenus, évidemment, politiquement, qui doivent être soutenus politiquement, parce que ça va dans le sens même de la société, c'est-à-dire se débarrasser des combustibles fossiles. C'est synchrone avec l'ère du temps. Exactement. Donc, c'est dans ça que Tesla est vraiment très, très bien positionné, qu'ils ont plusieurs coups d'avance, en fait, sur toutes les autres entreprises, parce que ça va au-delà du simple domaine de l'automobile. Alors, on écoute maintenant Cathie Wood qui nous parle de sa vision des robotaxis. And the kinds of explosive growth that we believe are going to come out of this convergence can be characterized by autonomous taxi networks. Autonomous taxi networks will be the convergence of 3 of these major innovation platforms: robotics, autonomous vehicles are robots, energy storage, they will be electric, and artificial intelligence.
they will be powered by artificial intelligence. Alors c'est ça, elle dit que le Tesla donc, travaille sur 3 domaines qui convergent. En fait, c'est donc le stockage d'énergie, donc l'énergie disponible pour déplacer les véhicules, la robotique, donc qui est la partie du véhicule qui permet de le déplacer aussi, et aussi l'intelligence artificielle qui, elle, va arrimer tout ça à son environnement. Et donc, pour elle, c'est vraiment crucial. Elle croit beaucoup aux flottes de robotaxis. Elle pense que les robotaxis vont représenter pour Tesla une source de revenus incroyable. Et effectivement, si elle a raison, il faut bien y penser, c'est quand tu vends une voiture. Quand Tesla vend une voiture, une Model 3, ils ont à peu près, mettons, $8 000 en US, $8 000 de revenus. Si ils mettent cette voiture en libre service automatisé, à ce moment-là, tu peux espérer qu'elle va te rapporter à peu près $100 par jour, donc à peu près 300 jours par année. Donc 300, ça veut dire $30 000 par année. $30 000 par année avec, mettons, 5 ans ou 10 ans de durée de vie utile. Je te laisse faire le calcul, mais c'est largement plus que le prix qu'ils auraient pour le prix de la voiture qu'ils ont vendue une fois. C'est l'équivalent et on a l'équivalent dans des marchés où on a le choix d'acheter un appareil ou de le louer. C'est beaucoup plus rentable pour la compagnie de le louer. Et ça va être plus rentable de le louer aussi pour l'utilisateur qui utilise sa voiture 2 fois dans le mois. Exactement, ou une fois juste par pour semaine. les portions du temps. Une voiture, c'est 95% du temps, elle nous attend stationnée quelque part. Hein. Alors, c'est ça. Donc, maintenant, on va parler des batteries. Alors, il y a aussi... Tesla se distingue beaucoup sur les batteries parce qu'ils ont choisi des batteries cylindriques plutôt que des poches de batterie. Puis ça, je me suis posé la question, pourquoi ce choix? C'est quoi la différence? Alors là, il y a une différence majeure, c'est la dissipation de chaleur. On l'a vu avec la Bolt, ils ont eu un problème c'était un problème de défectuosité, mais qui était accentué par ce problème de dissipation de chaleur. C'est que les poches ont pas la même... C'est plus difficile de refroidir une poche, en fait, de lithium qu'une batterie cylindrique. La Mach-E, par exemple, a des problèmes, en fait, pas des problèmes, mais disons qu'elle est limitée thermiquement. Et là, la nouvelle GT qui sort, on s'est aperçu qu'elle avait 5 secondes maximum d'accélération continue. Au bout de 5 secondes, ils sont obligés de couper l'accélération à cause d'un problème, en fait, d'échauffement, de surchauffe. Sandy Munro en a parlé, il a dépouillé le système de régulation thermique de la Mach-E et il trouve que c'est comme un foutoir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de pièces. Il semblerait d'autres études démontrent qu'il y a un goulet d'étranglement dans la dissipation de la chaleur à l'intérieur des modules mêmes. Donc, une limitation de la puissance de charge et de décharge. Alors, il y a des particularités techniques, c'est dû à la présence de plastique dans certains modules, etc. Tesla est allé avec des batteries qui sont rondes, cylindriques, et la petite histoire avec ça, c'est que c'est des batteries qui étaient utilisées dans les laptops, puis ces batteries-là avaient tendance à exploser dans les avions. C'était pas très, très winner. En fait, ils les ont eu à très faible prix, en fait, ces batteries-là. Et ils les ont travaillés pour offrir leur propre standard. Donc, ils ont développé leur propre standard de batterie. Et là, on le voit avec la 4680, la nouvelle batterie de Tesla, qui est la 3e génération de batterie qu'ils utilisent. Un des avantages majeurs, c'est la réduction du prix par kilowattheure. On parle de 56% de réduction. On en avait parlé lors de notre émission sur le Battery Day. Et puis, on s'enligne vers ça. Et quelle est la pièce la plus chère actuellement dans un véhicule électrique? C'est la batterie. Alors, si on coupe là-dessus, c'est énorme. Bonne nouvelle, Tesla aurait déjà des voitures avec ces packs de batteries structurelles, parce qu'en plus de ça, non seulement c'est des batteries qui sont avantageuses au niveau du coût, mais en plus, ils s'en servent comme structure de châssis. Donc, ce qu'on appelle le pack structurel. Et il y en aurait déjà en test, en circulation. On écoute Pierre Ferragu qui a cette information qui est assez exclusive. They are producing in very large volume the 4680 already. They have a battery pack. They've manufactured the battery pack. The battery pack is in cars. And cars are running around with a 4680. So they are not selling them yet, but they are running around with it. Alors c'est ça, donc il dit qu'en gros, il y a un très grand... Tesla, il produit déjà en très grand volume. Normalement, c'est l'usine de Fremont qui produit ça. Des voitures circulent déjà, des voitures test circulent déjà avec ces nouveaux packs de batteries structurelles. Et bon, elles ne sont pas encore disponibles. Et la seule variable, en fait, dans ce dossier-là, c'est est-ce que ça va être disponible dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois?
Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être disponible. Et la grosse difficulté de Tesla, ça va être de les intégrer progressivement dans leur production, parce qu'actuellement, les modèles Y sortent avec des batteries d'ancienne génération, des 2170. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, ils synchronisent en fait leur production pour avoir des batteries, pour que les nouveaux châssis soutiennent ces nouveaux packs de batteries, et en fonction du nombre de batteries qui sont disponibles. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez complexe au niveau de la production. Hein, parce que c'est surtout la production de masse qui est compliquée. Hein. Quand on parlait tout à l'heure de Rivian ou de Lucid, c'est bien beau d'avoir des capitaux, puis d'avoir des belles idées, puis sortir des beaux véhicules, mais quand il faut faire une production de masse, c'est là qu'on s'arrache les cheveux. C'est là que ça va jouer. Et c'est là que Elon Musk dormait sur le plancher de l'usine en 2017, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, c'est ce qu'ils appelaient le production hell. C'est ça. Donc, alors, on ne sait pas. Donc, on parle peut-être de 3 à 9 mois avant qu'elles soient intégrées vraiment, puis qu'elles soient disponibles, vendues, livrées. Ce qui n'est pas grave selon lui, parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, ils sont tellement en avant de toute façon que c'est vraiment pas grave. Il n'y a pas d'urgence à les sortir. Donc, ils vont se concentrer sur la cadence de production, puis ils les intégreront progressivement donc à ça. On va écouter un autre extrait de Pierre Ferragu par rapport à la stratégie de Tesla à court terme. Tesla is actively engaging with battery manufacturers, asking them, number one, to do the 4680, giving them all what they need for them to do it, and committing to buy all volumes without any restriction at the right price. So they are building the larger scale in-house. They are dragging their competitors into a similar form factor so that Tesla becomes the industry standard. And within that standard, they're going to capture all the largest volumes because they're going to be at the same time the largest manufacturer and the largest buyer. Alors, c'est ça qui est intéressant, hein? Martin. Oui, intéressant, au-delà de l'accent de M. Ferragu, qui est ma foi costaud. Ouais. Mais ça ressemble à moi si je parlais en anglais. Hein? donc tu es mieux habilité que moi pour le traduire. Je te laisse le faire. Alors, je vais le traduire. Bon, alors, c'est ça. La stratégie de Tesla, en fait, en termes de batterie, c'est vraiment une partie d'échec et qui joue depuis longtemps. Donc, c'est pas, ils ne se sont pas dit en 2021, tiens, on va produire des batteries pour les intégrer dans les véhicules électriques. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Ils vont produire massivement des 4680 dans leur propre usine. Alors ça va se faire probablement à Fremont, en tout cas dans un premier temps. Ils vont établir un standard de production selon leurs propres normes à eux. Et ça, je pense que GM aurait bien aimé avoir ça pour les batteries des Bolt. Avoir un standard et transférer en fait ce standard à leurs partenaires qui sont les fabricants de batteries. Donc on parle de CATL, de Panasonic, il y a plusieurs, en fait tous ceux qui vont vouloir travailler avec Tesla. Et je pense qu'ils vont se battre en fait pour pouvoir travailler avec Tesla. Alors Tesla, ce qu'ils veulent, eux, dire OK, on vous transfère toute cette information, tout ce processus de fabrication et on vous achète tout. Mais ce qu'ils appellent un prix juste. Alors un prix juste, hein, en affaires, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de marge de profit. Oui, c'est ça. Mais pas beaucoup de marge de profit sur beaucoup de volume, ça fait des revenus colossaux pour l'entreprise qui les fabrique. Oui, c'est ça. Et la stratégie de Tesla, c'est de dire, au fond, vous allez vous battre entre fabricants, pour produire le plus, parce que de toute façon, on va vous acheter tout. Ouais. Okay? Fait que le premier qui va vouloir en vendre le plus possible va les vendre le moins cher possible à Tesla. Okay? Puis, il va s'en garder un petit peu pour faire une marge de profit pour les autres. Ça veut dire que Tesla les aura pas chers. Ça veut dire que plein d'entreprises vont en fabriquer. Ils vont être très incités à les fabriquer, puisqu'ils vont pouvoir vendre pratiquement tout ce qu'ils veulent vendre. Tesla aura le moins cher et les autres vont arriver derrière et ils vont devoir payer le gros prix. Et cette intégration-là, on sait que tous les manufacturiers, c'est le nerf de la guerre, là, c'est d'être capable de s'assurer une chaîne d'approvisionnement puis d'être capable de contrôler mieux cette chaîne-là. C'est un avantage concurrentiel que Tesla se donne qui est l'objectif de tous ceux qui sont sérieux dans la fabrication de véhicules électriques et qui se disent le nerf de la guerre, ça va être d'être capable de contrôler cet élément-là. Et Tesla, et plus qu'à y penser, eux sont en train de le faire déjà. Exactement. Puis je dirais plus loin, quand on pense aux fabricants traditionnels de voitures, tu as quasiment le goût de leur dire arrêtez de fabriquer des voitures, faites des batteries. Parce que vous allez les vendre. De toute façon, tu sais, GM, ils sont pris avec des... Ouvrez une giga-usine de batteries, établissez votre propre standard et vous allez en vendre. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir en acheter. Parce qu'actuellement, la plupart des batteries sont fabriquées en Chine. Et la compétition vient de où? De Chine. Oui, plusieurs manufacturiers veulent justement se distancer puis d'être capables de se trouver une certaine autonomie. C'est un peu risqué aussi du point de vue stratégique de dépendre de ton principal concurrent. Absolument, absolument.
Alors, toutes ces stratégies donnent à Tesla 10 à 15 ans d'avance, selon Pierre Ferragut, toujours. 15 ans d'avance, 10 à 15 ans d'avance sur tout le monde. C'est pas rien, 10 à 15 ans d'avance. Puis, j'ai tendance à le croire, parce que quand j'écoute GM, qui nous dit qu'ils vont avoir leur usine en 2026, quand j'entends Volkswagen, qui parle aussi de 2026, on parle de ça dans 5 ans, là. 4 ans, 5 ans, ça veut dire commencer à développer l'usine. Ça ne veut pas dire produire des batteries puis qu'elles soient au standard, aux normes. Fait que je me dis, OK, on n'est pas loin des 10 ans là, déjà d'avance. C'est vraiment un heureux mélange de les autres sont trop lents, puis Tesla est vraiment en avance. Fait que ça crée un écart qui... Oui, on dirait qu'ils sont tétanisés par la peur et qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ils regardent les choses et ils disent par où on commence. Puis j'en parlais aussi quand on a fait l'émission du Battery Day. J'essaie de trouver pourquoi. Puis il y avait plein d'explications possibles, mais on parle de l'industrie traditionnelle qui est là depuis un siècle, avec des procédés de fabrication, avec des ingénieurs qui sont formés, qui sortent d'écoles spécialisées pour ça. Puis là, on est dans des champs de compétences qui sont complètement différents. Quand on ouvre le capot d'une voiture électrique, on a compris que c'est pas de la mécanique, c'est de l'électronique essentiellement. Donc, on n'est plus du tout dans les champs de compétences. Donc, quand on est à la place d'un fabricant traditionnel qui est installé dans un écosystème avec des gens qui sont formés pour la mécanique, comment tu fais pour recruter les bonnes personnes? Comment tu veux savoir quelle personne tu vas recruter pour qu'elle fasse la job? Parce que tu ne sais même pas toi-même. Alors, tu sais, c'est une remise en question totale. Puis là, tu rajoutes les syndicats par-dessus là, qui se disent, nous, on veut pas changer trop vite parce que là, on a des acquis, on a une ancienneté. Alors c'est un casse-tête énorme. Et c'est pour ça, en fait, que les startups qui démarrent en véhicule électrique aujourd'hui ont pas cette épine dans le pied là. Exact. Exact. Ils n'ont pas l'expérience peut-être manufacturière à gros volume, mais par contre, ils n'ont pas non plus les contraintes qui sont souvent rattachées avec ces usines-là d'anciennes générations. Exactement. Qui ont beaucoup de contraintes finalement. Maintenant, on va complètement dans un autre aspect qui est un peu moins technologique, mais quand même qui prend tout le monde par surprise ou qui a pris tout le monde par surprise. Le dossier des assurances. Comment ça s'aligne pour Tesla en 2022? Alors, personne l'avait vu venir. Tesla a annoncé... Bon, on le savait depuis plusieurs années, Tesla parlait d'assurance. Et l'idée était venue de chez Tesla parce qu'ils avaient des feedbacks, des retours de clients qui disaient « Mais là, je veux souscrire une assurance pour ma Tesla, puis c'est vraiment plus cher. » Et ils cherchaient à comprendre pourquoi. Puis les assureurs, ils utilisent des barèmes très simples, qui sont rudimentaires. Le prix de la voiture, est-ce que c'est une voiture de luxe, où est-ce que tu habites, quel est ton historique de conduite, etc. Alors, Tesla se dit, il y a probablement quelque chose à faire de mieux que ça. Puis ils ont pensé à ça, puis à un moment donné, quand ils ont commencé à déployer le FSD bêta, à ce moment-là, pour éviter que n'importe qui puisse avoir accès à ça, puis qu'il fasse n'importe quoi, puis qu'il se ramasse avec des accidents, qui auraient fait une mauvaise publicité pour Tesla, ils ont développé une application qui s'appelle le Safety Score, qui va te classer un pourcentage en fait de qualité de conduite. En fait, il analyse ta conduite. Il analyse ta conduite, mais il n'analyse pas la conduite selon les critères des assurances. Par exemple, si une assurance t'installe ton application sur ton téléphone, au fond, elle va utiliser comme fonction l'accéléromètre essentiellement, puis la vitesse GPS. Donc, on va voir si tu es sur une autoroute puis que tu fais du 130 km/h, là, tu vas avoir des points en moins. Même s'il n'y a personne sur l'autoroute puis tu es tout seul, puis la route est sèche puis qu'il est jour. À la limite, même si tu n'étais pas dans le véhicule, mais que ton téléphone, lui, était dans le véhicule. Oui, exactement. Et même si tu regardes ton téléphone, pendant que tu roules. Alors, mais par contre, tu seras pénalisé donc pour des points comme ça, tu ne vas pas pénaliser pour d'autres affaires. Par exemple, si tu passes aux lumières rouges, personne ne le saura dans l'application, donc tu ne seras pas pénalisé. Si tu ne marques pas tes arrêts, tu ne seras pas pénalisé. Si tu ne respectes pas les distances avec les autres véhicules, tu ne seras pas pénalisé. L'application de Tesla, c'est le contraire de ça. Et comme une Tesla est un objet connecté, ça fait partie des objets connectés, donc il est connecté en permanence, il a une compréhension de son environnement qu'aucune autre voiture peut avoir, il a la distance que tu as par rapport au véhicule devant, il a la lecture des signaux d'environnement, donc par exemple un feu rouge, si tu grilles un feu rouge, il va le savoir, si tu ne marques pas un arrêt, il va le savoir, si tu prends une courbe trop rapide, il va le savoir. Donc, en réalité, tu t'aperçois que les critères qu'il va prendre en compte sont des critères qui sont extrêmement pertinents. Et donc, en ayant des critères extrêmement pertinents, là, on change carrément de domaine et on va être capable d'avoir une assurance qui est bâtie exactement sur ton niveau de conduite. Et c'est pire que ça pour les autres fabricants. C'est que, premièrement, tu vas pouvoir t'améliorer au volant de ta Tesla. Parce que tu vas vouloir t'améliorer si tu n'es pas trop stupide. Tu ne veux pas conduire comme un imbécile, tu veux payer moins cher ton assurance, tu vas comprendre que... C'est un incitatif direct. Exactement, tu vas comprendre que tu peux rouler à 120 km/h sur l'autoroute s'il n'y a personne.
Le système ne va pas te pénaliser pour ça parce que tu ne représentes pas un danger. Par contre, si tu passes aux lumières rouges ou que tu frôles des cyclistes, là, tu es un vrai danger ambulant. Et là, le système va te pénaliser pour ça. Donc, tu ne seras plus pénalisé parce que tu as moins de 25 ans ou parce que tu habites au centre-ville de Montréal, par exemple, ou parce que le prix du véhicule coûte trop cher par rapport à ce qu'ils estiment. Alors, Pierre Ferragu a fait le tour de ça et on va l'écouter. If you take like a non-Tesla driver versus a Tesla driver who is not using autopilot, you already have about a 2x safety factor. So like the risk of accident is twice lower for the Tesla driver. If you take a Tesla driver who is using autopilot and active safety, it becomes almost 10x, 8x safer. Alors, donc, il explique que le risque d'accident entre une non-Tesla et une Tesla sans autopilote est 2 fois plus élevé pour la non-Tesla. Donc Tesla, les conducteurs Tesla ont 2 fois moins d'accidents sans autopilote que n'importe quel autre véhicule. Si maintenant on rajoute l'autopilote ou l'assistance à la conduite, à ce moment-là, on est dans un rapport de 8 à 10 fois, donc plus que 8 fois. Donc, n'importe quelle autre voiture qu'une Tesla sans autopilote va faire 10 fois plus d'accidents qu'une Tesla. Si en plus de ça, on rajoute le safety score, et là, ça veut dire qu'on va faire attention à sa conduite et qu'on était un mauvais conducteur avant, on peut aller jusqu'à 20 fois donc d'améliorer sa sécurité. Dans le prix de l'assurance, alors ça, c'est Pierre Ferragu qui fait ce découpage-là parce qu'il a pas mal fouillé. Dans le prix de l'assurance, 75% du prix, c'est le financement du risque. 75% du prix de l'assurance. 15 à 20%, c'est la gestion des comptes de l'assurance, donc l'administration, et 5 à 10% sont les bénéfices sur les opérations. Tesla, ils vont prendre le 75%, boum, ils vont le réduire par 20, okay, puis ils vont te donner la moitié. Donc tu vas payer, mettons, 50% moins. Tu vas payer en fait 7,5% du prix de l'assurance que tu paierais au lieu de 75%, puis Tesla va garder l'autre moitié. Donc vous allez être à 50-50 là. En termes d'administration des comptes, ils vont faire ça évidemment en ligne. Là, il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus d'opérateur, il n'y aura plus d'évaluation qui va être faite. Tout va être intégré. Puis qu'est-ce qui va se passer? Ils vont couper les coûts. On estime d'à peu près 80%. Et donc, la marge de profit va être colossale. Donc, on s'attend à avoir des marges de profit énormes et un prix d'assurance qui, au final, pour l'utilisateur final, est plus bas. Va être... J'avais fait ça à la louche, là, puis j'étais tombé à 3 fois moins. Mais lui dit entre 2 et 3 fois moins. Mettons 2 fois moins cher qu'une assurance normale. Et c'est pire que ça encore pour les autres. C'est pire parce que si tous les gens qui veulent s'améliorer s'achètent des Tesla, ça veut dire qu'il y a moins de volume pour les autres assureurs et ceux qui restent, c'est les pires. C'est ceux qui ne veulent pas faire l'effort. Exactement, oui. Non, on va chercher les meilleurs. Hein, exactement. Ça. Ça veut dire que l'assurance traditionnelle automobile va se ramasser avec des cancres de la conduite, avec des dangers publics, avec des gens qui ne veulent rien savoir de tout ça. On pourra faire d'autres parallèles dans la vie. On pourra faire d'autres parallèles. Ça nous rappelle 2-3 affaires. Oui, c'est ça. Et rajouter à ça, ils auront moins de volume de vente, donc il va falloir qu'ils fassent plus de marge de profit. Donc c'est quelque chose qui va vraiment frapper fort. Et quand on dit que ça va frapper fort, et c'est pour ça que je voulais en parler ce soir, parce que c'est quelque chose qui va frapper maintenant. Là. Ils sont prêts à le faire, là. C'est une question de juridiction locale. Les assurances, j'imagine la même chose au Canada, mais aux États-Unis, c'est État par État. Donc, il faut qu'ils y aillent par État par État. Ils commencent par le Texas, Californie, etc. Puis ils vont aller État par État. Ils vont faire la même chose ensuite au Canada, etc., etc. Ils ont les moyens pour le faire. Puis les revenus par rapport à ça, écoute, on parle sur 10 ans, tu peux avoir un revenu de 5 000 $ pour un véhicule que tu as vendu il y a 10 ans, avoir des revenus récurrents de 5 000 $. Quand tu fais 7 500 $ de profit sur un véhicule, ça représente les 2 tiers du profit en plus. Fait que c'est énorme. Et on parle de 2 à 3 ans avant que ça arrive, qu'on puisse mesurer ça vraiment. Donc, c'est vraiment imminent. Un autre dossier, Laurent, qui fait beaucoup réagir, celui-là, on l'a vu sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, n'est-ce pas? L'accès aux superchargeurs pour les véhicules non Tesla. Ça, j'aime bien cette nouvelle-là. Je suis super enthousiaste et je me suis fait ramasser sur les réseaux sociaux à cause de mon enthousiasme par rapport à ça par les propriétaires de Tesla. Oui, qui avaient plusieurs prétendent qui ont acheté le véhicule justement parce que ils ont une exclusivité, il y a suffisamment de chargeurs, il n'y a pas d'achalandage et là, ils ont peur de perdre ça. Alors, je dois t'avouer que je fais partie des gens qui considèrent que c'est un gros atout pour Tesla d'avoir les superchargeurs. Parce que tu pars à New York, mettons, tu pars à New York la semaine prochaine parce que tu n'as plus besoin de PCR
pour revenir. Donc, mettons que tu partes à New York la semaine prochaine, tu peux le faire. C'est quand même agréable. Dans ton système de navigation, tu sais combien de temps tu vas t'arrêter, à quel superchargeur. S'ils sont pleins, il va te rerouter sur un autre superchargeur. C'est super bien intégré. C'est rare d'attendre, à part à Lévis. C'est rare d'attendre. Les seules fois que j'ai attendu le superchargeur, c'était à Lévis. Je n'utilise pas beaucoup les superchargeurs, mais je dois avouer que j'aime ça. Je me sens privilégié. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est un privilège qu'on doit se garder pour nous? Qu'est-ce qu'on veut? Alors, je rappelle à ces gens que la mission de Tesla, finalement, c'est de faciliter la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Donc, on n'est pas là pour bloquer en fait les superchargeurs à Tesla si Tesla est capable de fournir. Et là, je rappelle les faits. Depuis le 1er novembre, il y a 10 stations de superchargeurs aux Pays-Bas qui acceptent le chargement des non-Tesla. C'est un projet pilote, c'est pas à Lévis demain. On n'est pas à Lévis là. On n'est pas rendu là du tout. C'est vraiment très. Ils veulent vraiment troubleshooter, là, vraiment essayer de trouver les problèmes parce qu'il y en a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes. Les ports de charge sont pas au même endroit. Tesla, leur port de charge en arrière gauche, il y en a partout des ports de charge. Donc les fils sont courts, puis ça marche pas. On l'a vu, on a vu des vidéos où le gars en Porsche Taycan est obligé de monter sur la plate-bande pour pouvoir aller charger son véhicule. Puis je pense que ça ne marche pas au final. C'est des problématiques ça, que vivent les exploitants de réseaux multimarques. Exactement. Alors, j'ai hâte de voir comment Tesla va s'en sortir. Parce que tu sais qu'en Europe, déjà, les superchargeurs ont 2 connecteurs. Donc, il y a 2 fils. Il y a un fil qui est le type 1 ou 2, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que les premières Tesla, donc les modèles S et modèles X en Europe, sont sortis avec ce type de connecteur-là qu'on ne connaît pas nous ici, qui n'est pas le connecteur de Tesla. Puis quand la Model 3 est sortie, ils l'ont sorti direct avec le CCS Combo. Donc là, ils avaient rajouté à toutes les stalles de superchargeurs en Europe ce deuxième câble-là. Donc nous, on n'est pas encore rendu là. En Europe, ils ont déjà plus ce problème-là de câble. Ils ont un problème de longueur de câble maintenant. Puis, tu sais, quand tu mets de la longueur de câble, il y a un problème aussi d'échauffement, de perte, etc. Bon, c'est pour ça que les câbles sont courts, en fait, au superchargeur. Tu sais ça. Alors, je parle des coûts vite fait parce que ça va donner une idée. Il y a possibilité d'accéder pour l'instant, évidemment, tout est en l'air. On ne sait pas comment ça va être commercialisé, mais ce qu'ils proposent actuellement pour les Pays-Bas, c'est deux choix possibles. Soit tu as un abonnement de 12,99 € par mois, qui donne accès à 27 centimes d'euros par kilowattheure, ou sans abonnement, c'est 59 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, pour les Tesla, c'est 25 centimes d'euros évidemment. Donc, c'est plus du double du prix. C'est plus du double du prix que pour quelqu'un qui possède une Tesla si tu n'as pas d'abonnement. Si tu prends ton abonnement à 12,80 €, c'est à peine plus cher. C'est semblablement les mêmes prix, mais tu as un abonnement qui équivaut à peu près à... Je pense que le point de croisement, c'est 40 kWh par mois, grosso modo, de charge, où ça vaut la peine de prendre ton abonnement. Donc, il y a quand même un incitatif pour les véhicules Tesla. Et là, je vais revenir au point que je trouve vraiment intéressant pour moi, là, ce que je trouve qui est formidable, c'est que la mission de Tesla, encore une fois, je dis, c'est pas de fabriquer des autos, donc c'est que tout le monde puisse passer à l'électricité. Donc, s'ils développent ça pour tous les utilisateurs non Tesla, c'est parce qu'ils peuvent le faire. Ils pourront le faire parce que d'abord, ils ont beaucoup de moyens, parce que ça va leur apporter des revenus supplémentaires qui vont leur permettre d'accélérer en plus ce déploiement. On sait qu'ils ont annoncé qu'ils allaient tripler le nombre de superchargeurs en 2 ans. Et là, on voit que les derniers mois, ils en ont ajouté en 6 mois, ils en ont ajouté 5 000 sur les 25 000 existants. Ils en ont déjà 30 000. Et quand on dit triplé, si on regarde la position, je parlais de Lévis tout à l'heure, qui est un problème au niveau des superchargeurs, il y en a déjà 2 autres qui sont en construction puis qui vont émerger. Il y en a un à Matane qui est déjà, je pense qu'il attend juste l'hydro. Il y en a un autre qui va être à Mont-Sainte-Anne et un autre à Gaspé, qui sont en prévision. Alors, ils vont peut-être pas arriver au premier trimestre de 2022, mais ils sont prévus pour 2022. Donc le schéma de tripler en 2 ans, on le voit clairement. Si on regarde la progression du déploiement, les prévisions, en fait, on voit clairement qu'il y a une progression. Donc ne pas paniquer. Non, je pense que les gens se basent beaucoup sur... historiquement, Tesla avait annoncé des superchargeurs qui ne sont jamais arrivés. Il y a eu beaucoup d'annonces pour lesquelles il n'y a pas eu de suite, donc les gens sont un peu sur leur garde, mais je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est effectivement qu'il y a une nette accélération. Et la situation, par exemple, à Lévis ne durera pas. On le sait, il y en aura d'autres qui vont arriver. Puis, je pense que Tesla est suffisamment intelligent pour
comprendre qu'il va falloir bouger à ce niveau-là. Donc, ce que je pense en termes de positif, c'est que ça va renforcer les ventes de véhicules électriques en général, parce que ça va améliorer l'expérience utilisateur. Parce qu'honnêtement, si ça fonctionne bien pour tous les véhicules, ça va être formidable. C'est un réseau qui est formidable, le réseau superchargeur. Il fonctionne bien, il est toujours disponible, il y en a partout. Fait que c'est vraiment très, très bien, très, très bien implémenté. Et puis, ça vient complémenter un réseau qui existe déjà, qui est pas basé sur les mêmes structures. Donc, c'est vraiment très complémentaire. Comme je le disais tout à l'heure, ça va financer le déploiement de nouveaux superchargeurs. Ça va ajouter des gains financiers pour Tesla. Ça va permettre d'accroître l'expertise de Tesla dans la recharge de tout type de véhicules, pas seulement des Tesla. Ils vont exposer la marque Tesla, parce que quand tu vas... Moi, quand je parle de superchargeur, je vais toujours discuter avec les voisins, comment ils trouvent leur véhicule. Là, on est tous en Tesla, en parlant de notre Tesla, on la connaît, mais bon, c'est le fun de parler de ça. Tu sais que tu as 20 minutes, 30... Moi, j'ai une visite Tesla, fait que c'est 40 minutes, j'ai du temps de parler, fait que je vais parler. Puis, ils partent tous avant moi, mais je trouve ça intéressant. Puis là, on va se retrouver avec des marques croisées, donc les gens vont pouvoir parler de leur expérience de différents véhicules. Je trouve ça super intéressant. Ils vont exposer les marques, ils vont exposer les Tesla ou non Tesla et vice-versa. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis pour Tesla, ils vont collecter beaucoup de données sur toutes les marques. Donc, ils vont être capables d'avoir plein d'affaires. Ça va être, je trouve que c'est positif, en tout cas. Très certainement. Dans les derniers jours, on a vu des échanges sur Twitter. Elon Musk est très fort sur Twitter où il a dit, s'il faut que je vende des actions, je vais vendre des actions. Dites-moi là, puis je vais en vendre. Il en a vendu. Oui, c'est ça. Il a fait son fameux... il est bon en marketing quand même. Il n'y a pas de marketing chez Tesla, il n'y a aucune publicité, mais sur Twitter, quand même, il faut avouer qu'il fait des coups fumants. Ça, c'en était un vendredi. Donc, ce fameux... C'était un samedi, en fait, qu'il a les marchés étaient fermés, heureusement. Alors... pour bien comprendre la situation, en fait, personne ne comprend la situation, mais je vais essayer de l'expliquer quand même le mieux que je peux avec l'information que j'ai. C'est que oui, il y a un débat. C'est l'homme le plus riche au monde. Fait que la gauche américaine, les démocrates lui tombent dessus en disant qu'il devrait payer plus de taxes. C'est pas lui qui a fait la fiscalité. Là, il se trouve que c'est le plus riche au monde. Puis là, il se ramasse à devoir régler ce problème-là, en plus de régler le problème du climat. Un détail. On lui a demandé de régler le problème de la faim dans le monde. Ouais. Fait que là, il a dit OK, apportez-moi la preuve, puis je vais vous donner 6 milliards. Ouais. Fait qu'il est ouvert. C'est pas quelqu'un qui est fermé, puis c'est quelqu'un qui aime ça relever les défis. Je pense qu'on le sait. Fait que là, on lui a mis ça sur les bras. Mais de toute façon, c'était quelque chose qui était sous-jacent, puis je vais vous expliquer pourquoi. Elon Musk a à peu près 170 millions d'actions Tesla. Et c'est ce qui fait en grosse partie sa richesse. Il a des actions de SpaceX aussi, mais essentiellement, c'est de Tesla. Il n'a aucun bonus ni salaire. Donc, il touche zéro, à rien. Il faut quand même, il y a un minimum pour vivre là. Et il a plus de biens immobiliers. Il a quelques Tesla, puis il vit actuellement à côté du pas de tir de SpaceX, en gros, dans une maison qui vaut $50 000. Là. C'est une maison préusinée. Là. Il n'a plus le temps d'aller chez lui de toute façon, donc il dort sur place. Il travaille 19 heures par jour, en gros. Là. C'est un gars qui dort 5 heures. Donc il a uniquement... ses actifs sont des actions. Quand il a besoin d'argent, il est obligé d'emprunter de l'argent. Je sais que ça fait un peu pitié pour lui. On pleurera pas quand même. Pas sur lui, je ne sais pas si ça essaie de me faire pleurer, mais ça marche pas. C'est ça. Mais donc les seules liquidités qu'il a, c'est d'emprunter de l'argent. Okay? Donc, il emprunte de l'argent. Il a mis 92 millions de ses actions sont en garantie dans différentes banques qui l'approvisionnent en argent. Donc, il est endetté d'une certaine façon sur ces actions-là, mais c'est des garanties que les banques prennent. Il fonctionne beaucoup au défi Elon Musk. Donc, le 13 août 2012, Tesla lui a offert en fait une possibilité d'avoir ce qu'on appelle des stock options, d'en avoir pour 22 millions d'actions, en fait, qu'il a à $6,24. Et cette offre-là expire 10 ans plus tard, donc le 13 août 2022, donc l'année prochaine. Donc, il lui reste jusqu'à l'année prochaine pour exercer ce droit-là d'accéder à ces actions-là. Pour acheter ces 22 millions d'actions à $6,24, ça représente 143 millions de dollars quand même. Okay? Mais on s'entend qu'elles vont valoir, immédiatement, elles vont valoir 22 milliards. Fait qu'il va se ramasser avec donc 143 millions de dollars à donner et 22 milliards qu'il va récolter, sur lesquels il va devoir donner à peu près 12 milliards en impôts. Okay? Et c'est là le fameux 10%, quand il parle de 10%, ça lui permet, en vendant ce 10% d'actions, de récupérer un capital qui va être taxé, mais ce qui va lui rester va lui permettre d'acheter
les actions et d'être taxé sur la plus-value des actions qu'il achète. Donc, il a comme terminé, il a bouclé tout ça. Et c'est tout simplement ça qui s'est passé. Puis, ça a pris des proportions gigantesques sur les réseaux sociaux parce que personne... Il y en a même qui ont dit qu'ils vendaient l'action, ils vendaient Tesla parce qu'ils ne croyaient plus, parce que ça allait s'effondrer, etc. Enfin, qu'il y en a eu toutes les versions possibles. Mais la plus plausible, en fait, c'est celle-là. C'est qu'il a tout simplement besoin de capitaux, de beaucoup de capitaux, et tu ne peux pas emprunter 17 milliards avec 92 milliards, c'est pas possible. Fait que c'est ça l'idée. Donc le dossier est en train de se terminer. Il a fait ça, il a commencé à les vendre progressivement depuis la semaine dernière. Ça va durer encore probablement quelques jours. Là, au moment où on se parle, il a vendu 50% de ses actions, donc ça va continuer. Donc ça a affecté un petit peu le titre provisoirement, mais on sait très bien que c'est juste provisoire. Donc voilà la situation avec ses actions. Très intéressant, Laurent. Le temps file, il nous reste quelques points à discuter quand même. Hertz qui a commandé 100 000 Model 3. Oui, c'est du volume, ça. Mais ça nous a surpris aussi. On ne s'attendait pas à ça. D'abord, on ne s'attendait pas à ça pour la simple raison, c'est qu'il n'y en a pas de Model 3 à vendre. Non, mais c'est vrai, si tu regardes aujourd'hui, tu te commandes une Model 3, c'est comme pratiquement un an d'attente. Là, c'est rendu ridicule, tu sais. Fait que là, on se dit, Hertz a commandé 100 000, mais c'est quoi les conditions? Et en fait, les conditions, on les a eues, c'est qu'ils les achètent comme tout le monde, comme toi et moi qui les commandent, c'est qu'ils les payent au plein prix, sans réduction. J'ai été surpris de voir une communication d'Elon Musk qui disait ça va être payé au prix régulier, il n'y aura pas de prix de gros. Ceux qui travaillent pour Elon Musk le disent, Elon Musk n'a jamais accepté de faire des ristournes sur ses véhicules et la rumeur dit que même sa mère paye le même prix que tout le monde. Et je le crois parce que vraiment, il n'y a jamais eu de ristourne sur des véhicules Tesla. Quand elle vient le visiter dans sa roulotte c'est ça. Fortune. Alors, le président par intérim de Hertz explique pourquoi il a choisi de commander 100 000 véhicules Tesla. C'est des Model 3, je pense que c'est juste des Model 3. Ils disent qu'ils veulent devenir des experts dans la gestion de larges flottes de véhicules électriques et être plus au centre du déploiement de flottes automatisées. Et ça, je trouve ça super intéressant. Franchement, quand j'ai vu la nouvelle arriver, je me suis dit, OK, c'est une nouvelle comme les autres. Mais finalement, les marchés ont beaucoup réagi à ça. Hertz a monté en flèche au niveau de son titre en bourse parce que finalement, tout ce qui touche à Tesla se transforme en or. C'est pas le plus compliqué que ça. C'est une énorme publicité pour Hertz et c'est une énorme publicité pour Tesla. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Hertz a ensuite annoncé qu'ils allaient en laisser à disposition 50 000 pour Uber et je trouve ça excellent. Il faut savoir que le président par intérim de Hertz vient de Ford. Alors, je sais pas si t'as pied né à Ford. Peut-être. Mais si tu te mets à sa place, on se met dans ses souliers, on se dit j'ai besoin d'avoir une flotte de véhicules électriques. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ceux qui sont disponibles. Ceux qui sont le plus disponibles, qui vont être le plus disponibles dans l'année prochaine, ça va être des modèles 3, ça va être des modèles Y. Et on est sûr qu'avec ces véhicules-là, on va les recevoir, parce qu'ils ne vont pas les recevoir en un an, mais ils vont livrer, c'est eux qui vont produire le plus. Okay? Fait que et l'autre aspect, c'est au niveau de l'infrastructure, c'est sûr que si tu veux amener des gens qui ne connaissent rien au véhicule électrique à vraiment adopter le véhicule, il faut quelque chose qui soit hyper simple, comme un iPhone, comme quelque chose qui soit, le superchargeur, boum, tu as un connecteur pour tous les niveaux de charge. Puis tu poses pas la question, tu branches, tu n'as pas de carte de crédit à gérer, tout est dans le compte, tout est automatisé. Le réseau de superchargeurs, c'est ça, quoi. C'est comme, il n'y a pas d'étape 2, c'est vraiment une étape 1, tu sors de ton véhicule, tu branches, puis c'est fini. Alors, je pense que tout ça fait qu'ils veulent une flotte harmonisée avec le même système. Ils vont pouvoir gérer ça en temps réel, toute leur flotte. Et je trouve ça vraiment intelligent de leur part d'avoir cette vision-là. Et maintenant, d'avoir intégré Uber dans ce partenariat, je trouve ça vraiment une super bonne idée. La question a été posée au patron de Uber, à savoir est-ce qu'il est confiant de voir cette flotte de véhicules électriques arriver. We're quite confident. We actually have other electric cars on the network, and consistently we see significant demand for these kinds of cars. I think, listen, people want to help. I've always said that climate change is a team sport, and our drivers want help. So we do think that based on the demand that we've seen for electric vehicles on our network, and Tesla obviously is a great brand. It's a great product. I think if we make Teslas available, there'll be plenty of takers.
Alors César, il dit évidemment très confiant, il dit que l'expérience, ils ont déjà des véhicules électriques dans leur flotte et que vraiment il y a une très très bonne réception de la part de leurs clients. Les clients veulent embarquer dans des véhicules électriques, ils veulent participer à la lutte au changement climatique. Je sais que ça paraît un petit peu naïf de dire ça, d'embarquer dans son char en disant que je vais lutter contre les changements climatiques, mais c'est quoi l'option qu'on a? Non, mais c'est quoi l'autre option? C'est continuer à rouler à l'essence. Fait que quand on a besoin d'un véhicule, avoir un véhicule électrique, c'est la meilleure option qu'on peut avoir. Donc, ça s'applique également pour Uber. Donc, il dit qu'il y a une forte demande pour ça. Il est content que ce soit des Tesla parce qu'il sait que c'est une excellente marque, que tout le monde connaît ça. Il y a un engouement, donc il n'est pas du tout inquiet. Il sait qu'il va y avoir une forte demande pour ça. Le patron de Hertz, dans la même entrevue, explique comment il voit l'avenir de son partenariat avec Uber. Part of our agreement is that if this program is successful, and we believe it will, that over the next 3 years, this could grow to up to 150,000 Teslas that can be provided by Hertz to Uber as well. Alors, c'est ça, il dit que, il est très emballé par ce partenariat. Il pense que si ça fonctionne bien, il pense que ça va bien fonctionner. Ils sont prêts à rajouter jusqu'à 150 000 véhicules Tesla au cours des 3 prochaines années. Donc, c'est quand même il y a un bel engouement, de la part. Puis, je trouve ça hyper intéressant parce que, tu le sais, quand tu montes dans un véhicule électrique pour la première fois, là, c'est une révélation, là. C'est la meilleure façon de vendre à quelqu'un un véhicule électrique, c'est qu'il l'essaye. Ouais. Alors que ce soit la location ou des parcours qu'on peut faire comme ça. Moi, la première fois que j'ai embarqué dans un véhicule électrique, c'était une livre de Communauto. Puis je suis comme, wow, c'est génial, je veux ça, c'est fini, je veux plus rien d'autre. Alors j'espère que ça va faire cet effet-là. Puis je pense que ça va faire cet effet-là sur pas mal de monde. Tout à fait. Écoute, le temps file, Laurent. On est presque rendu à la fin de notre entretien. Il y avait par contre quelques petites nouvelles en bref que tu voulais nous présenter. Oui. Alors en bref, des statistiques très encourageantes. Aux États-Unis, en août, pour le mois d'août, 63% de tous les véhicules électriques vendus étaient des modèles Y. Suivi par le modèle 3. C'est énorme, c'est une part de marché qui a vraiment bondi. L'Europe aussi a eu avec l'arrivée, parce que la Y vient tout juste d'arriver en Europe et elle a surclassé tous les autres modèles. On l'a vu en Norvège, on l'a vu aux Pays-Bas, dans plusieurs pays. Alors, en Suède, une forte augmentation des véhicules électriques, donc hybrides rechargeables en septembre 2000. J'ai dit en Norvège, en Suède. Suède, forte augmentation avec 53,9%. La Volkswagen i4 était le plus gros vendeur, a été déclassé en 5e position, alors que la modèle Y se positionne en première position. Donc, vraiment, la modèle Y a un gros succès. Elon Musk avait dit il y a quelques mois que ça allait être le véhicule le plus vendu au monde. Et tout le monde l'avait regardé en disant, mais il est fou. Le véhicule le plus vendu au monde, c'est la Corolla, je pense. Ouais. Mais c'est pas les mêmes prix et tout, mais tu sais, là, tu réfléchis puis tu te dis, OK, leur marge de profit actuellement est presque 40%. Ils vendent juste des long range. Pour l'instant, ils ont essayé la SR, mais ils l'ont retirée après l'avoir mis. Mon petit doigt me dit qu'ils vont arriver à un moment donné, quand la production va être là, puis quand ils vont sentir qu'ils vont être prêts à livrer vraiment rapidement, ils vont être capables d'aller vendre un véhicule avec une autonomie standard à un prix défiant toute concurrence. Et là, ça va... Et non seulement ils vont le vendre, mais ils vont le vendre massivement. Donc je pense que c'est ça un petit peu leur stratégie. Une nouvelle aussi dont on a entendu parler, j'essaie de voir l'impact de ça, c'est le profil de l'usager dans l'info nuagique. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, nos réglages, nos favoris, toute notre configuration qu'on aime dans notre véhicule, on le sauvegarde, mais il n'est pas sauvegardé dans le véhicule, il est sauvegardé... Il est sauvegardé sur le cloud, en info nuagique. Exactement. Et si je prends une autre Tesla et que j'utilise alors c'est ça, mon profil. C'est ça. Alors, sur les modèles 3, contrairement au modèle S et X, il n'y a pas de clé qui vient avec. On peut l'avoir, mais il n'y a pas avec. C'est la carte qui ouvre et qui donne le profil. Alors, Tesla, ce qu'ils veulent faire, donc, c'est que quand tu débarres ta voiture, en réalité, tu rentres dans ton profil. Donc, tu vas avoir toutes tes musiques, tes présélections de musique, mais tu vas avoir la climatisation, les réglages des sièges, les rétroviseurs. Tu vas avoir les
les destinations aussi. Puis quand on pense comme il faut, les voitures de location, là, si tu mets des voitures en location, là, tu veux pas que, souvent, il faut que tu effaces manuellement toutes tes directions où tu es allé parce qu'il y a des informations que les autres ne peuvent pas avoir envie, le pairage avec le téléphone, etc. Donc, il y a plein de choses. Alors, de pouvoir le stocker directement dans le cloud, dans le nuage, ça va être un immense avantage pour tous les utilisateurs Tesla et particulièrement pour les flottes, qu'elles soient automatisées ou non. Ça va être hyper intéressant de retrouver tous ces réglages comme ça. Les chauffeurs qui Exactement. utilisent plusieurs véhicules vont retrouver leurs favoris, leur musique. C'est ça. Le véhicule part en charge. Tu pars en charge pendant 4 heures sur une charge lente. Il paraît que sa carte, il prend un autre véhicule. Il ne se pose pas la question. Tous ces réglages vont être là. La position du siège, tout. Fait que c'est vraiment, je trouve, c'est une nouvelle qui est passée un petit peu sous le radar, mais qui est quand même assez importante et je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça à implémenter pour Tesla. Le véhicule est tellement branché déjà. Je pense que c'est pas une grosse quantité de données à transférer. Écoute, Laurent, on a fait, je pense, un survol, je dirais pas éclair, mais en tout cas assez exhaustif. L'heure a passé très, très vite. Je pense que ça donne une bonne aperçu à nos auditeurs de ce qui s'en vient dans la prochaine année. Puis on dit prochaine année parce qu'on présentait l'année 2022, mais on sait qu'avec Tesla, les choses bougent tellement vite. Il y a peut-être des choses qui vont se réorienter, qui vont accélérer, des nouveaux trucs qu'on ne voit pas venir, qui vont nous arriver en cours de route. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es là avec nous sur une base régulière pour nous en parler. Donc, on ne passera pas à côté. Je suis là. S'il arrive quoi que ce soit, tout de suite, j'arrive. Toujours en hypervigilance. Oui, monsieur. Donc, je te remercie beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Puis, s'il y en a qui veulent en savoir un peu plus sur Tesla, je les invite soit à consulter les notes en lien avec le podcast ou encore en s'abonnant à Silence on roule de pouvoir suivre la chronique Tesla de Laurent qui à tous les mois là, nous fait un tour d'horizon de ce qui se passe dans l'actualité. Laurent, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci Martin et à très bientôt. Hors série.